Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Gilles Deleuze, Empirisme et subjectivité. Essai sur la nature humaine selon Hume. Une psychologie des affections peut constituer la vraie science de l'homme. L'esprit est affecté par le passionnel et le social. Un souverain qui impose une taxe à ses sujets s'attend à leur soumission. Le vrai sens de l'entendement est de rendre sociable une passion, sociale un intérêt. L'entendement réfléchit l'intérêt. Hume affirme l'identité de l'esprit, de l'imagination et de l'idée. L'idée, c'est le donné, tel qu'il est donné, c'est l'expérience. Rien ne se fait par l'imagination, tout se fait dans l'imagination. L'association est une qualité qui unit les idées, non pas une qualité des idées elles-mêmes. Le privilège de la causalité est que seule elle peut nous faire affirmer l'existence, nous faire croire, car elle confère à l'idée de l'objet une solidité, une objectivité, la nature humaine et l'imagination. La philosophie comme science de l'homme n'a pas à chercher de cause, elle doit scruter des effets. La cause n'est peut-être pas connue. L'imagination ne peut devenir en soi une nature sans rester pour soi une fantaisie. La subjectivité empirique se constitue dans l'esprit sous l'effet des principes qui l'affectent. L'esprit n'a pas les caractères d'un sujet préalable. La négation de l'idée de la chose affirme l'identité du caractère de cette chose avec la nature d'une impression de réflexion. C'est la négation de l'idée qui sert de critère. Toute idée dérive d'une impression correspondante et, par conséquent, toute impression donnée se reproduit dans une idée qui la représente exactement. La philosophie de Hume est une critique aiguë de la représentation. Il ne fait pas une critique des relations, mais des représentations, car ils ne peuvent pas présenter les relations. Il a transféré la détermination de l'esprit aux objets extérieurs. La raison est une espèce de sentiment. La théorie de la raison va d'un scepticisme à un positivisme du sentiment. La relation du motif et de l'action est homogène à la causalité. La raison n'est pas coextensive à l'être, et donc peut se mettre en question et poser le problème de sa nature. La contradiction implique un désaccord des idées avec les objets qu'elles représentent. Sous l'effet des principes d'association, le sujet dépasse le donné et croit. L'essence de la conscience morale est d'approuver, de désapprouver. Ce sentiment nous fait louer ou blâmer cette douleur et ce plaisir qui déterminent le vice et la vertu. La sympathie fait changer d'opinion. Ce n'est pas notre nature qui est morale, c'est notre morale qui est dans notre nature. Hume, l'homme est beaucoup moins égoïste qu'il n'est partial. L'homme est toujours d'un clan, d'une communauté, sympathie. Personne n'a les mêmes sympathies qu'autrui. Peu d'hommes accordent leur fortune au plaisir de leurs femmes et à l'éducation de leurs enfants en ne se réservant que la plus faible part. Les familles sont des unités sociales, mais elles ne s'additionnent pas, elles s'excluent, elles sont partiales. La sympathie varie avec notre estime. Le problème moral est un problème d'ensemble. La fonction de la règle est de déterminer un point de vue stable et commun, ferme et calme, indépendant de notre situation présente. La réflexion constitue la raison pratique, moment déterminé des affections de l'esprit, fondé sur une vue distincte. La justice n'est pas un principe de la nature, elle est artifice. Bergson disait « Les habitudes ne sont pas de la nature, mais ce qui est de la nature, c'est l'habitude de prendre des habitudes. » La nature n'arrive à ses fins qu'au moyen de la culture, la tendance ne se satisfait qu'à travers l'institution. En ce sens, l'histoire est de nature humaine. Hume propose la promesse. L'utilité devient un principe qui s'oppose au contrat. La société est un ensemble de conventions fondées sur l'utilité, non pas un ensemble d'obligations fondées sur un contrat. Le sens de l'institution est dans sa différence avec l'instinct. Nature et culture, tendance et institution ne font qu'un dans la mesure où l'une se satisfait dans l'autre. La règle est établie par intérêt, par utilité, et elle est déterminée par imagination. Elle se détermine. Les hommes ne peuvent changer leur nature. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de changer leur situation.
La vraie morale ne consiste pas à changer la nature humaine, mais à inventer des conditions artificielles objectives. L'État, selon Hume, n'a pas à représenter l'intérêt général, mais à faire de l'intérêt général un objet de croyance en lui donnant l'appareil de ses sanctions. L'État sans méthode et sans règle agit brusquement, violemment. Ses actions sont des accidents répétés qui s'imposent à ses sujets, contrariant la nature humaine. Un État méthodique a des règles correctives et trouve dans le commerce l'affirmation possible de sa puissance et la prospérité à ses sujets. Tout ce qui est agréable au sens est agréable à l'imagination et présente à la pensée une image de la satisfaction que donne son application réelle aux organes du corps. L'imagination se passionne, comme par exemple pour la tragédie. Le poète sait nous affliger, nous terrifier, nous indigner. L'objet d'art a un mode d'existence qui lui est propre. Retentissement de l'affection dans l'esprit, dans l'imagination. L'imagination réfléchit l'affection qui retentit dans l'esprit. Le rôle des principes d'association est de fixer l'imagination. L'habitude est la racine de la raison, le principe dont elle est l'effet. L'expérience est un principe qui m'instruit sur les diverses conjonctions des objets dans le passé. Le raisonnement n'est pas immédiatement donné dans l'entendement, faculté de tirer des conclusions de l'expérience elle-même. L'imagination devient une croyance. L'habitude suppose l'expérience et les objets s'unissent dans l'imagination. Le menteur, à force de les répéter, finit par croire à ses mensonges. Les mots produisent un simulacre de croyance et la fantaisie nous fait confondre l'essentiel et l'accidentel. La religion est l'extension de la passion, la réflexion des passions dans l'imagination. La religion est seulement l'usage fantaisiste des principes d'association, ressemblance et causalité. Si nous attribuons aux objets une existence continue, c'est en vertu d'une espèce de raisonnement causal, ayant pour base la cohérence de certaines impressions. Malgré la discontinuité de ma perception, j'admets leur existence continue. Je confère à l'objet plus de cohérence et de régularité que j'en observe dans ma perception. Rapport causal entre l'objet et la perception, et jamais nous ne saisissons l'objet indépendamment de la perception que nous en avons. Continuité et distinction sont immédiatement des fictions. La constance et la ressemblance des apparitions entraînent l'imagination à attribuer l'identité d'un objet invariable à ses apparitions semblables, caractère du monde en général. Le monde est une idée. Au lieu de référer la nature à l'esprit, il faut référer l'esprit à la nature. Il n'y a de science et de vie qu'au niveau des règles générales et des croyances. Du donné, j'infère l'existence d'autre chose qui n'est pas donné, je crois. La philosophie cherche un plan d'analyse et à examiner les structures de la conscience. C'est une différence de plan qui oppose d'abord les philosophes critiques. Le sujet se constitue dans le donné. Le mérite de Hume est d'avoir dégagé ce problème empirique à l'état pur, en le maintenant éloigné du transcendantal, mais aussi du psychologique. Le donné est le flux du sensible, une collection d'impressions et d'images, un ensemble de perceptions. On parlera d'esprit, cet ensemble, cette collection. Toute idée dérive d'une impression dont le sens est seulement régulateur. L'esprit est identique à l'idée dans l'esprit. Toute perception est une substance et chaque partie distincte d'une perception une substance distincte. Toute la critique de Hume, en particulier celle du principe de raison suffisante, et si le sujet est bien ce qui dépasse le donné, ne prêtons pas d'abord au donné la faculté de se dépasser lui-même, et l'esprit n'est pas la représentation de la nature. L'impression elle-même n'est pas représentative, elle n'est pas introduite, elle est innée. Nous devons limiter nos spéculations aux apparences sensibles des objets sans entrer dans des recherches sur leur nature et leurs opérations réelles. Le donné se donne au sens et donc au cerveau, organisation cérébrale. L'invariant de l'esprit n'est pas telle ou telle idée, mais la plus petite idée. Une idée peut apparaître ou disparaître, je peux toujours en trouver d'autres. Ce qui compte, c'est qu'elle soit indivisible, moment de l'esprit. L'imagination atteint un minimum. Ce minimum, Hume l'appelle unité, point indivisible, impression d'atome. Idée limite, rien de plus petit. À plus petite idée, la plus petite impression est un point sensible. L'esprit dans le mode d'apparition est succession, temps. Le temps est dans un rapport tel avec le sujet qui nous présente la synthèse du temps, et c'est la seule productive, créatrice, inventive. Le temps est structure de l'esprit et le sujet se présente comme la synthèse du temps, l'esprit comportant une mémoire, réapparition d'une impression sous forme d'une idée encore vive.
Les principes de la passion sont universels et constants. Ils définissent des lois où les circonstances jouent le rôle de variables. Le sujet se constitue dans le donné, ainsi il n'y a pas d'autre sujet que pratique. Le sujet présente les conditions de possibilité. La tradition kantienne propose la théorie selon laquelle la connaissance non seulement ne commence qu'avec l'expérience, mais en dérive. On appellera non empiriste toute théorie selon laquelle, d'une façon ou d'une autre, les relations découlent de la nature des choses. La raison n'est qu'un merveilleux instinct de nos âmes qui nous emporte par une certaine suite d'idées. Cet instinct naît de l'observation passée et de l'expérience. L'empirisme est une philosophie de l'imagination, non pas une philosophie des sens. Pour Kant, il faut rapporter le donné au sujet, concevoir l'accord comme un accord du donné avec le sujet de la nature, avec la nature de l'être raisonnable. Car le donné n'est pas une chose en soi, mais un ensemble de phénomènes. Chez Kant, les relations dépendent de la nature des choses et en ce sens que, comme phénomène, les choses supposent une synthèse dont la source est la même que celle des relations. Les principes, nous dit Hume, agissent dans l'esprit et l'effet du principe est toujours une impression de réflexion. La subjectivité sera l'impression de réflexion et rien d'autre. L'impression de réflexion procède de certaines impressions de sensation. Le principe de causalité n'a pas seulement pour effet une relation, mais une inférence selon la relation. La causalité est la seule relation selon laquelle il y a une inférence. Les principes d'association constituent une impression de réflexion à partir d'impressions de sensation désignées. Une passion a toujours une cause, une idée qui l'excite, une impression dont elle procède, plaisir ou douleur, distinct de la passion elle-même. La nature humaine se compose d'affection et de l'entendement. Les mouvements aveugles des premières, si le second ne le dirige pas, rendent l'homme impropre à la société. La nature humaine est l'esprit transformé, et cette transformation sera saisie comme indivisible par rapport à l'esprit qui l'a subie, car il fonctionne comme un tout. L'association donne au sujet une structure possible, seule la passion lui donne un être, une existence. On nous présente chez Hume la théorie de l'entendement comme une critique des relations. En vérité, ce n'est pas la relation qui se trouve soumise à la critique, c'est la représentation dont Hume nous montre qu'elle ne peut pas être un critère pour les relations elles-mêmes. Les relations ne sont pas l'objet d'une représentation, mais les moyens d'une activité. Ce qui est dénoncé, critiqué, c'est l'idée que le sujet puisse être un sujet connaissant. L'imagination devient raison, la fantaisie a trouvé une constance. Mais la morale ne dérive pas de la raison, car l'imagination ne peut la fixer. En faisant du plaisir une fin, les principes de la passion donnent à l'action son principe. Ils font de la perspective du plaisir un motif de notre action. L'essence de l'action est dans le rapport moyen-fin. Agir, c'est agencer des moyens pour réaliser une fin. Pour qu'une cause soit considérée comme moyen, il faut que l'effet produit nous intéresse, que l'idée de l'effet soit posée comme fin de notre action. Le meilleur caractère est celui qui n'est gouverné par aucune sorte d'humeur et qui use tour à tour de l'esprit d'entreprise et de prudence selon l'utilité du dessein poursuivi. Heureux celui dont les circonstances s'accordent avec le caractère, mais plus excellent celui qui peut accorder son caractère avec n'importe quelle circonstance. Fabius était prudent, Scipion entreprenant, les deux réussirent, car la situation des affaires romaines était adaptée, mais ils aimaient échouer si les situations étaient inversées. Machiavel. Pour Hume, il n'y a pas de connaissance intensive, car il n'y a de connaissance possible qu'extensive entre des parties. L'intérêt général est inventé, c'est le retentissement dans l'imagination de l'intérêt particulier, le mouvement d'une passion qui dépasse sa particularité. Une harmonie se trouve entre la fiction et les principes de la passion, unité de sujet qui fonctionne comme un tout, finalité intentionnelle. En croyant et en inventant, nous faisons du donné lui-même une nature. Point ultime de la philosophie de Hume. Cette nature est conforme à l'être, la nature humaine est conforme à la nature. Dans le donné, nous établissons des relations et nous formons des totalités. Nous appelons finalité l'accord de la finalité intentionnelle avec la nature. Cet accord ne peut être que pensée, et c'est la pensée la plus pauvre et la plus vide. La philosophie doit se constituer comme la théorie de ce que nous faisons, non pas comme la théorie de ce qui est.
ce que nous faisons à ces principes, l'être ne peut jamais être saisi comme objet, que comme objet d'une relation synthétique avec les principes mêmes de ce que nous faisons. Gilles Deleuze, empirisme et subjectivité. Merci.